Il n'y a qu'une seule façon de sauver votre mère. Mon Dieu. Signez, et le traitement de votre mère commencera ce soir. Et l'homme dans le coma, je deviens sa femme, Tin? Acceptez-vous ce mariage devant Dieu, Satyé? Oui, je l'accepte. Mon Dieu, vous êtes réveillé. Qui? Vous pouvez pas. Le brouillard enveloppait Bordeaux comme un linceul gris, étouffant les premiers rayons du soleil d'automne. Dans une ruelle étroite du quartier Saint-Michel, derrière une porte de bois écaillée, Élise Moreau S. éveillait au son d'une toux déchirante. Sa mère, encore, toujours. Elle repoussa la couverture usée et posa ses pieds nus sur le carrelage glacé. 23 ans, des mains rougies par le travail à la blanchisserie, des cheveux châtains qu'elle attachait en chignon serré chaque matin. Son visage portait cette beauté discrète des femmes qui n'ont jamais eu le temps de se regarder dans un miroir. Ses yeux noisettes reflétaient une tristesse ancienne, celle qui s'installe quand l'espoir devient un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. La chambre voisine exhalait l'odeur âcre des médicaments et de la maladie. Élise prépara le café dans la cuisine minuscule, ses gestes mécaniques trahissant des années de routine écrasante. Le moulin à café grinça. L'eau bouillante siffla. Dehors, les cloches de la basilique Saint-Michel sonnèrent 6 heures, leur écho métallique résonnant contre les façades de pierre. Élise. La voix de sa mère était un murmure fragile. Elle entra dans la chambre avec un plateau. Marie Moreau, elle n'était plus que l'ombre de la femme forte qui l'avait élevée seule après la mort de son père. Le cancer avait dévoré sa chair, laissant un corps squelettique sous les draps blancs. Ses cheveux gris encadraient un visage creusé par la souffrance. « J'ai préparé ton café, maman, avec un peu de lait, comme tu aimes. » Marie tenta de sourire, mais une nouvelle quinte de toux la secoua violemment. Du sang apparut sur le mouchoir qu'elle porta à ses lèvres. Élise sentit son cœur se serrer. Combien de temps encore? Les médecins avaient été clairs. Sans un traitement expérimental coûteux à Paris, quelques semaines, peut-être un mois. 25 000 €, une somme astronomique. Autant demander la lune. « Oh, il faut que tu acceptes », murmura Marie quand la toux se calma. Élise détourna le regard vers la fenêtre, où la lumière pâle du matin peinait à percer. Elle savait de quoi sa mère parlait. La proposition. Cette proposition insensée venue 3 jours plus tôt comme un coup de tonnerre dans leur existence misérable. Tout avait commencé par la visite de M. Beaumont, un notaire distingué en costume 3 pièces, tellement déplacé dans leur modeste demeure qu'il semblait sorti d'un autre siècle. Il avait posé sa mallette en cuir sur leur table bancale et sorti des documents officiels frappés d'un sceau doré. La famille Valmont, avait-il annoncé d'une voix neutre, cherche une épouse pour leur héritier. Élise avait d'abord cru à une plaisanterie cruelle. Les Valmont. Le nom résonnait dans toute la région comme une légende. Propriétaire du prestigieux château Valmont et de vignobles S, étendant sur des centaines d'hectares, il représentait l'aristocratie vinicole française, celle qui fournissait les tables des présidents et des rois. En leur fils unique, Adrien Valmont, est dans le coma depuis 8 mois, avait continué le notaire sans émotion apparente. Accident de voiture. Les médecins ne garantissent rien. La famille souhaite néanmoins qu'il soit marié, pour des raisons d'héritage et de lignée. Le silence qui avait suivi ces mots résonnait encore dans l'esprit de Élise. Épouser un homme inconscient. Un légume, comme disaient cruellement certains. En échange, 25 000 € versés immédiatement, plus l'accès au meilleur médecin de Paris pour sa mère. « C'est de la folie ?» avait-elle murmuré. Mais Marie avait saisi sa main avec une force insoupçonnée. « C'est ma vie, Élise. Ta seule chance de me sauver. » Maintenant, 3 jours plus tard, alors que sa mère s'affaiblissait d'heure en heure, Élise sentait les murs se refermer sur elle. Le notaire attendait une réponse avant midi. Accepter signifiait renoncer à toute dignité, se vendre comme une marchandise à une famille qui la mépriserait. Refuser signifiait regarder sa mère mourir. « Je ne peux pas, maman. Me marier avec un étranger en coma, vivre parmi des gens qui me détesteront. »« Et tu le peux ?» Marie toussa encore, ses yeux brillants de larmes et de détermination. « Ah, tu es plus forte que tu ne le crois. Tu as toujours été forte. Depuis que ton père est mort, tu m'as portée sur tes épaules.
Maintenant, laisse-moi t'offrir quelque chose en retour. Ton sacrifice, ma survie, et ta chance d'échapper à cette misère. Élise ferma les yeux. Des images défilèrent, sa mère cousant tard le soir pour payer le loyer, ses mains déformées par l'arthrite. Les hivers glaciaux où elle partageait la même couverture, faute d'argent pour le chauffage. Les repas constitués de pain rassis et de soupe claire. Une existence d'invisibles, de celles qu'on croise dans la rue sans jamais les voir. À 10 heures, elle descendit jusqu'à Halle, étude notariale située sur les quais de la Garonne. Le fleuve coulait, sombre et indifférent, reflétant le ciel plombé. Des mouettes criaillaient. L'odeur de vase et de sel flottait dans l'air humide. Monsieur Beaumont l'attendait, ponctuel et impeccable. Il ne posa aucune question quand elle murmura « J'accepte ». Il sortit immédiatement un contrat épais. « Lisez attentivement, mademoiselle Moreau. Le mariage aura lieu demain matin à la clinique Sainte-Geneviève à 10 heures. Voici l'adresse à Paris. Un train vous y conduira ce soir. Votre mère sera admise immédiatement en soins intensifs. Le traitement commence dès demain après-midi. » Élise parcourut les pages, les mots dansant devant ses yeux embués. Clause sur clause. Obligation, restriction. Elle devrait résider au château Valmont. Se soumettre aux règles familiales. Représenter dignement le nom Valmont lors d'événements publics. Ne jamais compromettre l'honneur de la famille. En échange, l'argent, les soins et le titre de Madame Adrien Valmont. « Et une dernière chose » ajouta le notaire en lui tendant une photographie. « Votre futur époux » Élise regarda le cliché. Un homme dans la trentaine, beau d'une beauté aristocratique et distante. Cheveux noirs, traits ciselés, regard intense même sur papier glacé. Il portait un costume élégant et se tenait devant des vignes dorées par le soleil couchant. Il souriait légèrement, mais ses yeux semblaient porter un poids invisible. Adrien Valmont. Son futur mari, un inconnu plongé dans les ténèbres d'un coma sans fin. Elle signa d'une main tremblante. Ce soir-là, dans le train qui filait vers Paris à travers la campagne française noyée dans l'obscurité, Élise regardait son reflet dans la vitre. Une jeune femme ordinaire s'apprêtait à entrer dans un monde extraordinaire. Mais à quel prix? La photographie d'Adrien était glissée dans sa poche. Son visage enterrait désormais ses pensées. Demain, elle deviendrait son épouse devant Dieu et la loi, sans amour, sans choix. Juste un marché conclu pour sauver une vie au prix d'une autre. Les lumières de Paris apparurent à l'horizon, brillantes, impitoyables, magnifiques. Élise Moreau n'existait plus. Demain naîtrait Madame Valmont. Et son calvaire ne faisait que commencer. L'aube parisienne était d'une froideur mordante. Élise n'avait pas fermé l'œil de la nuit dans la petite chambre d'hôtel que le notaire avait réservée près de la clinique Sainte-Geneviève. Par la fenêtre étroite, elle observait la ville éveillée. Taxis jaunes filant sur le boulevard, passants pressés sous leurs parapluies, vitrines illuminées des boulangeries où s'entassaient croissants dorés et pains au chocolat. Un Paris qu'elle ne connaissait qu'à travers les cartes postales. À 8 heures, on frappa à sa porte. Une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur noir strict, entra sans attendre de réponse. Son visage sévère et ses cheveux gris tirés en chignon impeccable dégageaient une autorité glaciale. « Je suis Madame Renard, l'intendante du château Valmont », annonça-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune familiarité. « Je suis chargée de vous préparer pour la cérémonie. » Elle déposa sur le lit une boîte blanche. À l'intérieur, une robe simple mais élégante en crêpe ivoire, des escarpins assortis, un voile court. Rien d'extravagant. Rien qui ressemble aux robes de princesse dont rêvent les jeunes filles. C'était une tenue fonctionnelle pour un mariage fonctionnel. « Vous avez 30 minutes », ajouta Madame Renard avant de sortir. Élise enfila la robe avec des gestes mécaniques. Le tissu glissait sur sa peau comme une seconde peau froide. Face au miroir, elle ne se reconnut pas. Cette femme pâle aux yeux cernés, aux lèvres tremblantes, qui était-elle? Certainement pas celle qui rêvait, enfant, d'un mariage romantique sous les cerisiers en fleurs. Le trajet jusqu'à la clinique se fit en silence dans une voiture noire aux vitres teintées. Paris défilait derrière la vitre. La Seine qui serpentait entre les immeubles haussmanniens, la tour Eiffel se découpant contre le ciel gris, les jardins du Trocadéro où quelques joggeurs matinaux couraient malgré le froid. La clinique Sainte-Geneviève ressemblait davantage à un hôtel particulier qu'à un établissement médical. Façade en pierre de taille,
portes en chêne massif, hall d'entrée orné de lustres en cristal et de bouquets de lavande fraîche disposés dans des vases en porcelaine. L'odeur de désinfectant était masquée par des diffuseurs de parfums aux notes de violette et d'iris. Une infirmière en uniforme immaculé les guida à travers des couloirs silencieux décorés de reproductions impressionnistes. Monet, Renoir, Pissarro. Des scènes champêtres et lumineuses qui contrastaient cruellement avec la réalité sombre qui attendait Élise. Ils s'arrêtèrent devant une double porte en acajou. L'infirmière frappa discrètement avant d'ouvrir. La chambre était vaste et inondée de lumière naturelle filtrant à travers des rideaux de lin blanc. Des meubles anciens, un parquet ciré qui brillait, un imposant lit médicalisé au centre. Et dans ce lit, immobile comme une statue de marbre, Adrien Valmont. Le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge. Il était exactement comme sur la photographie, mais la réalité était infiniment plus troublante. Ses cheveux noirs retombaient sur l'oreiller blanc. Son visage, d'une beauté classique et sculpturale, était d'une pâleur de cire. Des tubes reliaient son bras à différentes machines qui bipaient doucement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une régularité mécanique, aidée par un respirateur. « Approchez, mademoiselle Moreau !» La voix venait du fond de la pièce. Un homme se tenait près de la fenêtre, silhouette imposante découpée à contre-jour. Quand il s'avança, Élise découvrit un visage sévère marqué par l'âge et l'autorité. 70 ans peut-être. Cheveux argentés soigneusement coiffés, costume anthracite impeccable, une canne à pommeau d'argent à la main. Ses yeux bleus acier la jaugèrent avec la froideur d'un juge examinant un accusé. « Et je suis Édouard Valmont, le patriarche de la famille, le grand-père d'Adrien. » Oh, il ne lui tendit pas la main. Pas de politesse, pas de chaleur, juste une évaluation clinique. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, » dit-il finalement. « Et plus? Ordinaire ?» Le mépris dans sa voix était palpable. Élise sentit ses joues s'enflammer, mais elle redressa les épaules. Elle ne se laisserait pas intimider. Pas maintenant. Pas après avoir sacrifié sa dignité pour sauver sa mère. Je suis ici pour remplir ma part du contrat, monsieur Valmont. Rien de plus. Un éclair de surprise passa dans le regard du vieil homme. Puis quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Bien, vous avez du caractère. Vous en aurez besoin. D'autres personnes entrèrent. Une femme élégante, dans la soixantaine, vêtue d'une robe en soie prune, des perles au cou, le visage figé dans une expression de dédain aristocratique. « Oh, ma belle-fille, Mathilde Valmont, la mère d'Adrien » présenta Édouard d'un ton neutre. Mathilde ne dit rien, se contentant de regarder Élise comme on regarde un insecte répugnant. Ses lèvres pincées formaient une ligne mince de désapprobation. Deux jeunes femmes suivirent. Mes petites filles, Isabelle et Constance, les cousines d'Adrien. Isabelle, brune aux yeux verts, portait un ensemble Chanel et affichait un sourire méprisant. Constance, blonde et plus jeune, semblait simplement ennuyée, consultant son téléphone avec ostentation. « Quelle mascarade !» murmura Isabelle assez fort pour être entendue. Le notaire, M. Beaumont, entra à son tour, accompagné d'un prêtre aux cheveux blancs qui portait une étole violette sur sa soutane noire. « Le père Dominique, » apprit-elle. Il avait le visage doux et fatigué de ceux qui ont trop vu la souffrance humaine. « Nous allons procéder, » annonça-t-il simplement. Élise s'approcha du lit. De près, elle pouvait voir les détails. Les cils noirs épais d'Adrien, la cicatrice fine sur sa tempe gauche, témoin de l'accident, la ligne forte de sa mâchoire. C était un homme magnifique prisonnier d'un corps devenu cage. Le prêtre ouvrit son missel. Sa voix grave emplit la pièce, récitant les formules sacrées du mariage. Les mots résonnaient étrangement dans ce contexte clinique. Amour, fidélité, soutien mutuel. Des promesses vides adressées à un homme qui ne pouvait ni les entendre ni les accepter. D'Adrien Marcel Valmont, acceptez-vous de prendre pour épouse Élise Marie Moreau, ici présente? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les machines continuaient de biper. Le respirateur de souffler. Mais aucune réponse ne vint. « Ouah ! En l'absence de refus manifeste et conformément aux dispositions légales exceptionnelles, continua le prêtre d'une voix tendue, je considère le consentement présumé. » Élise sentit la nausée monter. C'était grotesque, inhumain, un mariage fantôme. Élise Marie Moreau,
Acceptez-vous de prendre pour époux Adrien Marcel Valmont ici présent, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Elle ferma les yeux. L'image de sa mère agonisante s'imposa. Pas le choix. Jamais eu le choix. « Oui, » murmura-t-elle. « Plus fort, » ordonna Édouard Valmont. Elle rouvrit les yeux et croisa le regard impitoyable du patriarche. « Oui, j'accepte. » Le prêtre bénit leurs mains. Une infirmière prit délicatement la main inerte d'Adrien et la plaça dans celle de Élise. Elle était tiède, étonnamment vivante malgré l'immobilité. Élise sentit un frisson la parcourir. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. » Pas d'applaudissements, pas de félicitations. Mathilde détourna ostensiblement le regard, les lèvres tremblantes de rage contenue. Isabelle ricana doucement. Seul le père Dominique posa une main compatissante sur elle, épaule d'Élise. « Que Dieu vous accompagne, mon enfant, » dit-il avec une tristesse infinie dans la voix. Monsieur Beaumont tendit un registre. Élise signa, sa main tremblant légèrement. Puis l'infirmière guida la main d'Adrien, traçant une signature illisible mais légale. Témoin après témoin apposa sa signature. C était fait, irréversible. « Madame Valmont » l'appela Édouard, goûtant chaque syllabe comme un poison. « À votre mère a été admise en soins intensifs il y a 1 heure. Le traitement commence immédiatement. Vous pourrez la voir cet après-midi. D'ici là, Madame Renard vous conduira au château. Vous avez beaucoup à apprendre sur votre nouvelle situation. » Avant de partir, Élise se retourna une dernière fois vers le lit. Adrien Valmont, son mari, dormait d'un sommeil dont personne ne savait s'il éveillerait jamais. Dans la lumière pâle du matin parisien, il semblait irréel, comme un prince maudit d'un conte de fées. Elle avait épousé une ombre, et cette ombre venait de redéfinir entièrement son existence. Le voyage de Paris à Bordeaux se déroula dans un silence pesant. Madame Renard conduisait une Mercedes noire aux sièges en cuir beige, les yeux rivés sur la route, n'adressant pas un mot à Élise. À travers les vitres, la campagne française défilait, champs dorés par l'automne, villages endormis aux toits d'ardoise, forêts aux teintes rousses et or. Une beauté mélancolique qui reflétait parfaitement l'état d'esprit de la jeune mariée. Élise portait toujours sa robe ivoire, mais LS était débarrassée du voile et des escarpins inconfortables. Ses pieds nus reposaient sur le tapis de sol de la voiture. Elle regardait défiler le paysage en pensant à sa mère, désormais entre les mains des meilleurs médecins de Paris. Au moins, ce sacrifice aurait-il un sens? Il le fallait. « Nous arrivons », annonça sèchement Madame Renard 3 heures plus tard. La voiture quitta l'autoroute et s'engagea sur une route départementale bordée de platanes centenaires. Puis, au détour d'un virage, le château Valmont apparut. Élise retint son souffle. C était une demeure majestueuse du XVIIIe siècle, construite en pierre blonde de Gironde, qui brillait sous le soleil déclinant de l'après-midi. 3 étages de fenêtres à meneaux, un toit d'ardoise percé de lucarnes ouvragées, 2 tourelles latérales qui donnaient à l'ensemble une allure de forteresse élégante. Devant, une allée de gravier blanc serpentait à travers des jardins à la française parfaitement entretenus. Haies de buis taillées au cordeau, parterres de roses tardives, fontaines en marbre d'où jaillissait une eau cristalline. Et au-delà, à perte de vue, les vignes. Des rangées infinies de ceps chargés de raisins presque mûrs, ondulant sous la brise comme une mer végétale. L'odeur sucrée du raisin et de la terre humide emplissait l'air. C était d'une beauté à couper le souffle. 90 hectares de vignobles, précisa Madame Renard avec une pointe de fierté dans la voix. Le château Valmont produit certains des meilleurs Bordeaux de France depuis 1789. La voiture s'arrêta devant le perron principal, où attendait un homme âgé, vêtu d'un gilet de laine et d'un pantalon de velours côtelé. Son visage buriné par le soleil et le vent portait les marques d'une vie entière passée dans les vignes. Ses yeux bleus délavés brillaient d'une bonté que personne d'autre dans cette famille ne semblait posséder. « Voici Georges Mercier », présenta Madame Renard en descendant de voiture, « le maître de chais. Il travaille ici depuis 50 ans. » Georges s'approcha et tendit une main calleuse à Élise. « Bienvenue, madame. » Free était la première fois qu'on l'appelait ainsi sans mépris dans la voix. Élise lui serra la main, reconnaissante. « Merci, monsieur Mercier. Appelez-moi Georges. Tout le monde m'appelle Georges. » Un léger sourire éclaira son visage ridé. « J'ai connu Adrien depuis qu'il était haut comme 3 pommes. C était un bon garçon, pas comme les autres.
Il avait du cœur. Madame Renard l'interrompit sèchement. « Georges, retournez au chai. Madame Valmont a beaucoup à faire. » Le vieil homme hocha la tête mais glissa à Élise avant de partir. « Si vous avez besoin de quelque chose, je suis toujours là. » Et l'intérieur du château était encore plus impressionnant. Le hall d'entrée cesse élevait sur 2 étages, dominé par un escalier monumental en marbre blanc dont la rampe en fer forgé était ornée de motifs de vignes et de grappes. Des tapisseries flamandes du XVIIe siècle couvraient les murs. Un lustre en cristal de baccarat descendait du plafond comme une cascade de lumière. Le sol en damier noir et blanc reflétait les rayons du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres. Partout, des portraits d'ancêtres Valmont observaient les visiteurs de leurs cadres dorés. Hommes en perruques poudrées, femmes en robes à paniers, soldats en uniforme napoléonien, aristocrates au regard hautain. Tous semblaient juger Élise, l'intruse qui osait pénétrer leur sanctuaire. « Vos appartements se trouvent dans l'aile est », annonça Madame Renard en gravissant l'escalier. « Chambre, salon privé et salle de bain. Vous êtes priés de ne pas vous promener librement dans le château sans autorisation. Certaines pièces sont strictement réservées à la famille. Famille dont elle faisait désormais partie, songea amèrement Élise. Mais uniquement sur le papier. La chambre qu'on lui attribua était vaste, mais impersonnelle. Un lit à baldaquin drapé de soie champagne, une armoire Louis XV, un bureau près de la fenêtre donnant sur les vignes. Tout était élégant, raffiné et terriblement froid. Rien qui suggère qu'on attendait vraiment quelqu'un ici. C était une chambre d'invité, pas celle d'une épouse. Le dîner est servi à 20 heures précises dans la salle à manger principale, continua Madame Renard en déposant une valise que Élise n'avait jamais vue. Vous trouverez des vêtements appropriés dans cette valise. La famille attend de vous que vous vous présentiez convenablement vêtu. Pas de jean, pas de tenue décontractée. Elle marqua une pause, ses yeux gris scannant Élise de la tête aux pieds. On vous jugera sur tout, madame. Votre tenue, vos manières, vos paroles. Vous représentez maintenant le nom Valmont. Ne l'oubliez jamais. Puis elle sortit, laissant Élise seule pour la première fois depuis l'aube. La jeune femme s'effondra sur le lit, submergée par la fatigue et elle l'émotion. Elle avait vécu plus en une journée que durant toute son existence. Mariée, Madame Valmont, prisonnière dorée d'un château sorti d'un autre siècle. Elle ouvrit la valise. À l'intérieur, des robes de créateurs dont elle ne connaissait même pas les noms, des chemisiers en soie, des pantalons coupés à la perfection, des chaussures italiennes. Tout était à sa taille. Il l'avait évaluée, mesurée, habillée comme une poupée. Elle choisit une robe en laine bleu marine, simple mais élégante, et des ballerines en cuir noir. Dans la salle de bain attenante, elle découvrit du marbre blanc veiné de gris, une baignoire profonde sur pied, des robinets en laiton. Elle se rafraîchit le visage, tenta de discipliner ses cheveux, appliqua un peu de rouge à lèvres trouvé dans un nécessaire de toilette préparé pour elle. La femme qui la regardait dans le miroir était une étrangère. À 20h moins 5, elle descendit. Madame Renard l'attendait au pied de l'escalier et la guida à travers un couloir orné de miroirs vénitiens jusqu'à une double porte en chêne sculptée. La salle à manger était une pièce immense, dominée par une table capable d'accueillir 20 convives. Ce soir, seulement 5 personnes y étaient assises. Édouard Valmont en bout de table, Mathilde à sa droite, Isabelle et Constance de part et d'autre, et une place vide face au patriarche. Pour elle, « Vous êtes en retard », lança Édouard sans lever les yeux de son verre de vin qu'il faisait tourner lentement. « Il est 20h moins 2, répliqua Élise en consultant l'horloge murale. Un silence glacial accueillit sa remarque. Isabelle étouffa un rire moqueur. Mathilde pinça les lèvres encore davantage. « Dans cette maison, » reprit Édouard en posant enfin son regard d'acier sur elle, « on arrive 10 minutes en avance. Pas 2 minutes, c'est compris ?» Élise hocha la tête et prit place. Un domestique en livrée noire apparut immédiatement, déposant devant elle une assiette de foie gras accompagnée de figues confites. Elle n'avait jamais mangé de foie gras de sa vie. Le repas se déroula dans une tension palpable. Personne ne lui adressait la parole. Les conversations se faisaient autour d'elle, comme si elle n'existait pas. On parlait de la vendange prochaine, du prix du vin, des relations avec les distributeurs américains, de réceptions à organiser. « La fête de la vendange aura lieu dans 3 semaines », annonça Mathilde en découpant délicatement son magret de canard.
Tous nos partenaires commerciaux, les médias viticoles, les critiques seront présents. C'est l'événement de l'année. Et Adrien devait présenter notre nouveau millésime, ajouta Isabelle avec un soupir théâtral. Maintenant, elle jeta un regard éloquent vers Élise. Maintenant, nous devrons gérer les questions embarrassantes sur son épouse, termina Constance. Ce sera un désastre, renchérit Mathilde. Comment m'expliquer cette situation grotesque? Un mariage précipité, une inconnue sortie de nulle part. Et elle vient de Bordeaux, précisa Isabelle avec un sourire venimeux. Des quartiers populaires, j'imagine. Élise sentait la colère monter, mais se força à respirer calmement. Ne pas réagir. Ne pas leur donner cette satisfaction. En effet, dit-elle posément. Je viens du quartier Saint-Michel. Ma mère est couturière. J'ai travaillé à la blanchisserie depuis mes 16 ans. Je n'ai pas honte de mes origines. Le silence qui suivit était assourdissant. Édouard la fixait intensément, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Couturière? Oui, elle confectionnait des robes sur mesure pour les dames de la ville. Des pièces uniques, brodées main. Avant que la maladie... Sa voix se brisa légèrement. Elle se reprit immédiatement. « Intéressant », murmura le patriarche. Le reste du repas se poursuivit dans un silence lourd. Quand vint le dessert, une tarte tatin fumante nappée de crème fraîche, Édouard reposa sa cuillère et déclara « Demain matin, 7 heures, bibliothèque. Vous commencerez votre formation. Vous devez apprendre l'histoire de cette famille, les codes, les usages. Si vous devez porter le nom Valmont, vous le ferez dignement. SUN n'était pas une proposition. C était un ordre. Cette nuit-là, seule dans son lit trop grand, Élise ne parvint pas à dormir. Par la fenêtre ouverte, elle entendait le bruissement des vignes sous le vent nocturne, le ululement lointain d'une chouette. Quelque part dans ce château endormi, des portraits d'ancêtres veillaient. Des secrets attendaient dans l'ombre. Et à Paris, dans une chambre de clinique, son mari fantôme dormait d'un sommeil dont personne ne savait s'il s'éveillerait. Elle avait franchi le seuil d'un monde nouveau. Un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais elle était déterminée à y survivre. Le réveil sonna à 6h30. Élise émergea d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars où des portraits l'observaient depuis les murs, leurs yeux la suivant dans des couloirs interminables. Elle se leva, le corps endolori par la tension nerveuse, et se prépara rapidement. Robe grise, sobre, cheveux attachés, pas de maquillage. Elle voulait paraître sérieuse, digne de confiance. La bibliothèque se trouvait au rez-de-chaussée, dans l'aile ouest du château. Élise s'y rendit en suivant les indications griffonnées la veille par Madame Renard. Le château était silencieux à cette heure matinale, baigné dans une lumière dorée qui entrait par les hautes fenêtres. Ses pas résonnèrent sur le parquet ciré. Elle poussa la lourde porte de la bibliothèque et retint son souffle. C était une pièce spectaculaire qui, élevait sur 2 étages, avec une galerie supérieure accessible par un escalier en colimaçon. Des milliers de livres tapissaient les murs du sol au plafond, reliures en cuir patiné, dos doré à l'or fin, volumes anciens côtoyant des éditions modernes. Une échelle coulissante permettait d'atteindre les rayonnages les plus hauts. Au centre, une longue table en noyer noir était éclairée par une lampe de bibliothèque au globe vert. L'odeur du papier ancien, du cuir et de la cire d'abeille créait une atmosphère presque sacrée. Édouard Valmont était déjà là, assis à la table, feuilletant un registre massif. Il leva les yeux à son entrée. « Ponctuel, c'est bien, asseyez-vous. » Élise prit place en face de lui. Le patriarche poussa le registre vers elle. « Ah, ceci est l'arbre généalogique de la famille Valmont. Il remonte à 1654. Vous allez l'étudier. Chaque nom, chaque date, chaque alliance. Vous devez connaître votre nouvelle famille mieux que vous ne vous connaissez vous-même. » Élise parcourut les pages jaunies couvertes d'une calligraphie élégante. Génération après génération de Valmont S étalait devant ses yeux. Alexandre Valmont, fondateur de la lignée, marchand de vin devenu noble sous Louis XIV. Son fils Jean-Baptiste qui avait acquis les terres, François qui avait construit le château, et ainsi de suite jusqu'à Adrien Marcel Valmont, dernière entrée, accompagné d'une date de naissance mais pas de décès. Son nom à elle avait été ajouté récemment, à l'encre noire fraîche, Élise Marie Moreau, épouse d'Adrien. Les lettres semblaient crier son statut d'intruse. « Vous remarquerez, » continua Édouard en pointant du doigt certaines entrées, « que les Valmont ont toujours épousé des familles de haut rang. Noblesse,
bourgeoisie fortunée, dynastie viticole prestigieuse, vous êtes la première. Exception. Le mot tomba comme une sentence. Pourquoi moi, alors? Osa demander Élise. Et pourquoi accepter cette exception? Édouard se cala dans son fauteuil, ses doigts entrelaçant sa canne. Son regard bleu acier la scrutait avec une intensité troublante. Parce qu'Adrien n'a pas d'autre héritier. Parce que les lois françaises sur la succession sont complexes. Et parce que, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis pas complètement insensible. Il marqua une pause, comme s'il hésitait à en dire davantage. Adrien était différent. Il refusait de suivre le chemin tracé. Il voulait transformer l'entreprise familiale, investir dans des projets sociaux, soutenir de jeunes artistes, créer des fondations. Ses idées mettaient en colère toute la famille. Mathilde le trouvait idéaliste et naïf. Isabelle et Constance se moquèrent de lui. Moi, sa voix se brisa imperceptiblement. Moi, je n'ai pas assez écouté. Et maintenant, il est là-bas, prisonnier de son propre corps. Élise sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pour la première fois, elle voyait une faille dans l'armure du patriarche. Du regret. De la culpabilité. L'accident. Comment est-ce arrivé? Chambre, il conduisait de nuit, seul, sur une route départementale après une dispute violente avec sa mère. Elle voulait qu'il épouse la fille d'un producteur de champagne. Un mariage arrangé, bien sûr. Adrien l'a refusé. Il a crié qu'il préférait mourir célibataire plutôt que d'être vendu comme du bétail. Il est parti en trombe. 2 heures plus tard, la gendarmerie nous appelait. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Élise comprenait maintenant. L'ironie cruelle du destin, celui qui refusait un mariage arrangé se retrouvait marié contre son gré pendant son coma. « Vous devez penser que c'est monstrueux », murmura Édouard comme s'il lisait dans ses pensées. « Et vous avez raison, mais c'était nécessaire pour préserver l'héritage, pour empêcher certains membres de la famille de s'emparer de tout en l'absence d'un héritier direct. » Il se pencha en avant, son regard planté dans celui de Élise. « Vous n'étiez pas mon premier choix. Vous n'étiez même pas sur ma liste. Mais quand le notaire m'a parlé de vous, une jeune femme prête à tout pour sauver sa mère, j'ai vu quelque chose qu'Adrien aurait apprécié. Du sacrifice, de l'amour désintéressé, de la force cachée sous l'apparence ordinaire. » Élise ne savait pas si elle devait se sentir insultée ou touchée. Les jours suivants, elles s'écoulèrent dans une routine épuisante. Chaque matin, 7 heures, bibliothèque. Édouard lui enseignait l'histoire de la famille, les subtilités du commerce du vin, les codes sociaux de l'aristocratie française. Elle apprenait les millésimes par cœur, les techniques de vinification, les accords mets et vins. Elle étudiait, étiquette. Comment tenir un verre, comment converser lors d'un dîner formel, comment se comporter en société. L'après-midi, Madame Renard prenait le relais, lui inculquant les règles du château. Ne jamais entrer dans la chambre de Mathilde sans invitation, frapper toujours 2 fois avant d'ouvrir une porte, ne jamais prendre la parole en premier lors des repas. Des règles absurdes, pensait Élise, vestiges d'un autre siècle. Mais elle apprenait. Elle absorbait tout comme une éponge. Si elle devait survivre dans ce monde, elle maîtriserait ses codes. Un après-midi, après une leçon particulièrement éprouvante sur les vins de Bourgogne, Élise S. échappa du château. Elle avait besoin d'air, de liberté, ne serait-ce que quelques minutes. Elle marcha à travers les vignes, ses pieds s'enfonçant dans la terre meuble entre les rangées de ceps. Était la fin septembre. Les grappes pendaient lourdes et gonflées, presque prêtes pour la vendange. L'air sentait le sucre fermenté et l'herbe chaude. Le soleil déclinant baignait le paysage d'une lumière ambrée. Au loin, les collines ondulaient doucement sous un ciel sans nuages. Belle journée, n'est-ce pas? Élise sursauta. Georges Mercier apparut au bout d'une rangée, sécateur à la main, un panier rempli de grappes de test sur le bras. « Je ne voulais pas vous faire peur, madame. Appelez-moi Élise, s'il vous plaît. »« Madame, c'est... » Elle chercha ses mots. « C'est pour quelqu'un d'autre. » Georges sourit avec bonté. « Vous vous adaptez? »« J'essaie, c'est difficile. Il ne vous facilite donc pas la tâche. » Ce haine n'était pas une question. Élise secoua la tête. « Ils me détestent. Ils ont peur. Peur. De moi. » Georges cueillit une grappe, en détacha quelques grains qu'il pressa entre ses doigts. Le jus coula, épais et doré. Vous représentez ce qu'ils méprisent le plus. Quelqu'un qui ne vient pas de leur monde
mais qui a légalement autant de droits qu'eux. Et vous représentez aussi leur échec. Adrien dans le coma, l'avenir incertain, leur incapacité à le protéger. Il tendit la grappe à Élise. « Goûtez !» Elle hésita, puis mordit dans un grain. La saveur explosa sur sa langue, sucrée, complexe, avec une pointe d'acidité parfaite. C était délicieux. Ces raisins racontent une histoire, expliqua Georges. Ils ont connu le gel du printemps, la sécheresse de l'été, les pluies de septembre. Chaque épreuve les a rendus plus forts, plus concentrés. Le meilleur vin naît souvent des années difficiles. Élise comprit la métaphore. « J'ai connu Adrien depuis qu'il était enfant », continua le vieil homme. C était un garçon sensible, curieux, gentil. Pas comme les autres Valmont. Il passait des heures ici, dans les vignes, à m'aider. Il disait que C était le seul endroit où il se sentait libre. « Comment était-il » demanda Élise, surprise de son propre intérêt. Intelligent, idéaliste, parfois trop pour son propre bien. Il rêvait de changer le monde. Pas juste de vendre du vin cher aux riches. Il voulait créer des emplois pour les jeunes des villages, financer des écoles, préserver les méthodes traditionnelles tout en innovant. Georges soupira. Sa mère disait qu'il gâchait son potentiel, qu'il devait se concentrer sur les affaires. Mais Adrien croyait que l'argent sans conscience est une malédiction. Ils marchèrent ensemble entre les vignes. Georges lui montra comment évaluer la maturité des raisins, comment reconnaître les signes de maladie, comment la terre elle-même influençait le goût final du vin. C était fascinant. Pour la première fois depuis son arrivée, Élise se sentait connectée à quelque chose de réel. « Il y a une pièce au château », dit soudain Georges. « La tour nord, personne n'y va jamais. » C était le refuge secret d'Adrien. Il y gardait ses affaires personnelles, ses projets, ses écrits. Si vous voulez vraiment le connaître, c'est là que vous devriez aller. Ah, mais Madame Renard a dit que certaines pièces sont interdites. La tour nord n'est interdite à personne. Elle est juste oubliée. Il lui fit un clin d'œil complice. L'escalier est derrière la tapisserie flamande dans le couloirette. 3e panneau en partant de la gauche. Cette nuit-là, alors que le château dormait, Élise quitta sa chambre en chemise de nuit et robe de chambre. Elle emporta une lampe de poche trouvée dans un tiroir. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, à peine éclairés par la lune qui filtrait à travers les fenêtres. Elle trouva la tapisserie flamande, une scène de chasse médiévale aux couleurs fanées. En soulevant le 3e panneau, elle découvrit une porte dissimulée et un escalier en pierre qui montait en colimaçon. Son cœur battait fort. Elle gravit les marches usées, la lampe projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre brute. L'escalier semblait interminable. Enfin, elle atteignit une porte en bois clouté. Elle l'ouvrit. La pièce était circulaire, occupant toute la tour. Des fenêtres étroites offraient une vue panoramique sur les vignobles baignés de lune. Des étagères couvraient les murs, remplis de livres, de carnets, de dossiers. Un bureau ancien croulait sous les papiers. Des photos étaient punaisées sur un tableau de liège. Adrien enfant avec Georges dans les vignes, Adrien adolescent lors d'un voyage en Afrique, Adrien adulte souriant devant un bâtiment en construction. Élise s'approcha du bureau. Elle ouvrit un carnet au hasard et commença à lire. C'était le journal d'Adrien. Les mots coulaient, passionnés, révoltés, pleins d'espoir et de frustration. Il écrivait sur ses rêves de transformer l'entreprise familiale, de créer une fondation pour les jeunes défavorisés, de financer des artistes émergents. Il décrivait les disputes avec sa mère, le poids des attentes, la solitude d'être différent dans une famille obsédée par l'argent et le prestige. Une entrée datée de 2 mois avant l'accident attira son attention. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Ils veulent que J épouse Charlotte de Rémy pour fusionner nos empires vinicoles. Ils parlent d'amour comme d'une clause contractuelle. Mais l'amour ne peut pas être négocié. Je veux épouser quelqu'un qui me comprend, qui partage mes valeurs, qui voit au-delà du nom et de la fortune. Quelqu'un de vrai? Cette personne existe-t-elle seulement? » Élise sentit les larmes monter. Cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré, dont elle portait le nom, aurait pu être un allié. Peut-être même un ami? Elle passa des heures dans cette tour, lisant ses écrits, découvrant ses projets inachevés. Un plan pour créer des logements sociaux financés par les profits du domaine. Des esquisses d'une école d'art dans le village voisin. Des lettres à des organisations caritatives. Adrien Valmont n'était pas qu'un héritier fortuné dans le coma.
C était un homme qui avait rêvé d'un monde meilleur. Et maintenant, ce rêve reposait entre les mains d'une inconnue qui portait son alliance. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Élise au château Valmont. 3 semaines de formation intensive, de regards hostiles, de silence glacial. Mais aussi 3 semaines où elle découvrait peu à peu l'homme qu'était Adrien à travers ses écrits. Chaque nuit, elle retournait secrètement dans la tour, lisait ses journaux, s'imprégnait de ses pensées. Une étrange intimité naissait avec ce mari fantôme qu'elle n'avait jamais vraiment connu éveillé. Les nouvelles de Paris étaient encourageantes. Sa mère répondait bien au traitement. Les médecins parlèrent de rémission possible. Élise recevait des lettres dictées par Marie, rédigées par une infirmière, où sa mère lui racontait les progrès, les espoirs retrouvés. « As-tu à sacrifier ta liberté pour me sauver? Je ne l'oublierai jamais, ma fille. » Mais ce sacrifice avait un prix qui se révélait chaque jour plus lourd. Le matin de la fête de la vendange, le château tout entier était en effervescence. Des dizaines d'employés s'affairaient, fleuristes disposant des compositions somptueuses de dahlias et de feuillages automnaux, traiteurs déchargeant des caisses de victuailles, techniciens installant un système de sonorisation dans les jardins. Tout devait être parfait pour cette célébration annuelle qui attirait la crème de l'industrie vinicole française et européenne. Élise se tenait dans sa chambre, contemplant la robe que Mathilde avait fait déposer la veille avec une note cinglante. « Portez ceci, et surtout, restez silencieuse. Votre présence est obligatoire. Votre participation ne l'est pas. » La robe était magnifique, soie bordeaux profond, coupe ajustée qui mettait en valeur la silhouette, dos nu élégant. Des escarpins assortis complétaient l'ensemble. C était une tenue de gala, le genre de vêtements qu'Élise n'aurait jamais imaginé porter un jour. Elle l'enfila avec des gestes lents. Dans le miroir, elle vit une transformation. La jeune fille modeste de Bordeaux avait disparu, remplacée par une femme sophistiquée qui aurait pu appartenir à ce monde de luxe. Mais l'illusion ne trompait pas ses propres yeux. À l'intérieur, elle restait Élise Moreau, l'intruse. On frappa à sa porte. Madame Renard entra sans attendre de réponse. « Vous êtes présentable » admit-elle du bout des lèvres. « Venez. Monsieur Valmont souhaite vous voir avant l'arrivée des invités. » Édouard l'attendait dans son bureau. Une pièce lambrissée de chêne sombre dominée par un portrait de son défunt fils, le père d'Adrien. Le patriarche portait un costume 3 pièces anthracite impeccable. Il l'examina de la tête aux pieds. « Bien, vous avez appris vite. » Il marqua une pause. Aujourd'hui sera un test. Tous nos partenaires, nos concurrents, les journalistes viticoles seront là. Ils voudront savoir qui vous êtes. Pourquoi ce mariage précipité, ce qu'il advient d'Adrien? Vous ne répondrez à aucune question personnelle. Vous sourirez, saluerez poliment et me laisserez gérer les explications. Je ne suis qu'une potiche, en somme, répliqua Élise avec une pointe d'amertume. Le regard d'Édouard se durcit. Vous êtes Madame Valmont. Agissez comme telle. Les premiers invités arrivèrent en milieu d'après-midi. Des voitures de luxe remontèrent l'allée. Mercedes, Jaguar, Bentley. Des hommes en costume cravate, des femmes en robe de créateur, tous arborant cette assurance tranquille que confère l'argent ancien. La famille Valmont les accueillait sur le perron. Édouard en tête, Mathilde à ses côtés, puis Isabelle et Constance. Et enfin, Élise. Les regards qu'on lui lançait étaient éloquents. Curiosité, surprise. Mépris à peine voilé, les chuchotements suivaient son passage. C'est elle? À qui est-elle vraiment? Un mariage arrangé, paraît-il? Pauvre Adrien. Le jardin avait été transformé en une scène de conte de fées. Des tables dressées sous des tonnelles de vigne, nappes blanches immaculées, argenterie étincelant sous les rayons du soleil automnal. Un orchestre jouait du jazz doux. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés délicats. Au centre, une estrade avait été dressée pour les discours. Élise se tenait légèrement en retrait, un verre de champagne qu'elle ne buvait pas à la main. Elle observait cette société mondaine évoluer avec une grâce naturelle, leur rire cristallin, leurs conversations sur les millésimes et les voyages en yacht. Un monde à des années-lumière du sien. Alors c'est vous la mystérieuse épouse. Élise se retourna. Un homme d'une 40aine d'années lui souriait. Grand, élégant, cheveux poivre et sel, yeux verts pétillants d'intelligence. Il portait un costume bleu marine et dégageait une chaleur absente chez les autres invités. « Raphaël Mercier !»
se présenta-t-il en lui tendant la main. Critique vinicole et vieil ami d'Adrien. Mercier, vous êtes de la famille de Georges? Mon oncle, son sourire s'élargit. Il m'a parlé de vous. En bien, contrairement à d'autres. Élise sentit ses épaules se détendre légèrement. Enfin, quelqu'un qui ne la regardait pas comme un virus. Comment allez-vous, vraiment? Demanda Raphaël à voix basse. Je ne peux qu'imaginer la difficulté de votre situation. Je survis, admit-elle. C'est tout ce que je peux faire. Adrien aurait apprécié votre franchise. Il détestait les faux-semblants. Vous le connaissiez bien? Nous avons grandi ensemble, passé des étés entiers dans les vignes. Il était mon meilleur ami. La tristesse voila son regard. Quand j'ai appris l'accident, puis ce mariage, j'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Ce n'en est pas une, murmura Élise. Juste une nécessité cruelle. Leur conversation fut interrompue par le tintement d'une cuillère contre un verre. Édouard montait sur l'estrade. Le silence se fit progressivement. « Ah, mesdames et messieurs, chers amis, partenaires et collaborateurs, commença-t-il de sa voix de stentor. Bienvenue à notre traditionnelle fête de la vendange. Cette année marque un millésime exceptionnel, fruit d'un été généreux et d'un savoir-faire préservé depuis des générations. Il parla des vignes, de la qualité des raisins, des perspectives commerciales. Puis son ton changea, devint plus grave. Oh, comme vous le savez, cette année a également été marquée par une tragédie personnelle. Mon petit-fils Adrien, héritier de ce domaine, a été victime d'un accident qui l'a plongé dans le coma. Nous prions tous les jours pour son réveil. Un murmure de compassion parcourut l'assistance. Mais la vie continue. Et conformément à ses souhaits, un mensonge éhonté, pensa Élise, Adrien s'est marié peu avant son accident. Je vous présente son épouse, Madame Élise Valmont. Tous les regards convergèrent vers elle. Élise sentit la terre se dérober sous ses pieds. Édouard ne l'avait pas prévenue. Il la jetait au loup. Elle n'eut d'autre choix que de s'avancer. 150 paires d'yeux la scrutaient. Le silence était assourdissant. « Bonjour », parvint-elle à articuler, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis honoré de faire partie de cette famille et je m'engage à préserver l'héritage d'Adrien. » Et des applaudissements polis retentirent, mais les visages restèrent froids, sceptiques. Puis Isabelle monta sur l'estrade. Elle portait une robe émeraude qui épousait ses formes à la perfection, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules nues. Elle prit le microphone avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Je voudrais ajouter quelque chose », annonça-t-elle d'une voix claire. « Puisque nous sommes entre amis, entre familles, autant être honnête. » Édouard fronça les sourcils. Mathilde esquissa un sourire mauvais. « Élise, puis-je t'appeler Élise? Vient d'un milieu très... différent du nôtre. » Isabelle rit légèrement. Elle travaillait dans une blanchisserie avant d'épouser Adrien. Je trouve admirable qu'elle ait su saisir cette opportunité. Le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche. Arriviste, profiteuse. Des murmures scandalisés parcoururent l'assistance. Certains invités évitaient le regard d'Élise. D'autres la fixaient avec un mépris non dissimulé. Raphaël, à quelques mètres, serra les poings. « Naturellement, » continua Isabelle avec une fausse légèreté, « nous nous demandons tous ce qu'Adrien aurait pensé de ce mariage. Lui qui était si exigeant, si sélectif. Lui qui refusait de se laisser dicter ses choix. Épouserait-il vraiment quelqu'un qu'il n'a jamais, consciemment choisi? » Le coup était porté avec une précision chirurgicale. Élise sentit le sang affluer à ses joues. L'humiliation lui brûlait la gorge. Tous attendirent sa réaction. Fuir? S'effondrer? Accepter l'insulte en silence? Non. Quelque chose se brisa en elle. Toutes ces semaines de mépris, de condescendance, d'humiliation accumulée, les mots d'Adrien qu'elle avait lus dans ses journaux résonnaient dans son esprit. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré elle. Elle monta sur l'estrade et prit le microphone des mains d'Isabelle, qui resta bouche bée. « Vous avez raison, Isabelle, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. « Je viens d'un monde différent. Je n'ai pas grandi dans des châteaux ou fréquenté des écoles privées prestigieuses. Ma mère cousait des robes pour survivre. J'ai travaillé dès mes 16 ans pour l'aider à payer les factures. Le silence était total. Ah, mais c'est précisément parce que je viens de ce monde que je connais la valeur du sacrifice, de la loyauté, de l'amour désintéressé. J'ai épousé Adrien pour sauver ma mère mourante. Oui, C était un marché. Oui, C était désespéré, mais si C était à refaire, je le referais sans hésiter.
Elle chercha le regard d'Édouard. Le patriarche la fixait intensément, impossible à déchiffrer. Depuis 3 semaines, j'apprends qui était Adrien. Pas à travers ce que vous me racontez, mais à travers ce qu'il a laissé derrière lui. Ses écrits, ses projets, ses rêves. Et j'ai découvert un homme qui aurait détesté cette réception, ce faste, ces apparences. Un homme qui rêvait d'utiliser la fortune familiale pour aider les autres, pas pour l'étaler. Des murmures parcouraient maintenant l'assistance. Certains visages montrèrent de la surprise, d'autres de l'intérêt. Je ne prétends pas être à ma place ici. Je ne prétends pas mériter le nom Valmont. Mais je promets ceci. Tant que je le porterai, je ferai honneur à l'homme qui me l'a donné. Aux valeurs qu'il défendait. Aux rêves qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. Elle reposa le microphone et descendit de l'estrade sous un silence stupéfait. Puis, quelque part dans l'assistance, Raphaël se mit à applaudir. Georges, qui se tenait à l'écart avec les autres employés, l'imita. D'autres suivirent. Pas tous, loin de là, mais suffisamment pour que ce ne soit plus un désastre complet. Isabelle était livide. Mathilde avait quitté les lieux. Édouard, lui, affichait une expression indéchiffrable. Élise traversa la foule et se réfugia dans les vignes, loin du bruit, loin des regards. Elle marchait rapidement entre les rangées, sa robe traînant dans la terre, ses talons s'enfonçant dans le sol meuble. Les larmes qu'elle avait retenues jaillirent enfin. De rage, de honte, de épuisement. « Attendez !» Raphaël courait derrière elle. Il la rattrapa, essoufflé. « Est-ce que vous avez fait ? Était extraordinaire. J'ai tout gâché, » sanglota-elle. « Ils me détestent encore plus maintenant. Peut-être. Mais vous leur avez montré que vous n'étiez pas une victime, que vous aviez une colonne vertébrale. » Il sourit doucement. Adrien aurait été fier. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Cette nuit-là, Élise retourna dans la tour. Elle alluma la lampe et s'assit au bureau d'Adrien, ses doigts caressant les pages de son journal. « Je ne sais pas si tu m'entends, où que tu sois, » murmura-t-elle dans le silence. « Mais je te promets que je ne laisserai pas ta famille détruire ce que tu as essayé de construire. Tes rêves ne mourront pas avec toi. » Elle ouvrit un tiroir et découvrit un document. Le plan détaillé d'une fondation pour jeunes artistes défavorisés. Un projet Lumière était écrit en haut. Des pages et des pages de recherche, de budget, de partenariats potentiels. Un rêve prêt à naître. Élise le serra contre sa poitrine. Elle avait trouvé sa mission. Et rien ni personne ne l'en détournerait. Les jours suivant la fête de la vendange furent étrangement silencieux. Comme si le château lui-même retenait son souffle. Isabelle et Constance évitaient Élise, ce qui convenait parfaitement à cette dernière. Mathilde l'ignorait avec une hostilité glaciale. Seul Édouard la convoqua dans son bureau le lendemain de l'événement. « Vous avez pris un risque considérable hier », dit-il sans préambule. Élise s'attendait à des réprimandes. Elle redressa le menton. « J'en avais assez d'être traitée comme une moins que rien. » À sa grande surprise, le patriarche esquissa quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Vous me rappelez mon fils, le père d'Adrien, il avait ce même feu, cette même incapacité à plier l'échine. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe cachetée. Ceci est arrivé ce matin. De la clinique Sainte-Geneviève, concernant Adrien, le cœur d'Élise bondit dans sa poitrine. Édouard ouvrit lentement l'enveloppe, en sortit une lettre qu'il parcourut. Son visage resta impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Ils ont détecté une activité cérébrale accrue ces dernières semaines. Des mouvements oculaires sous les paupières, des réactions aux stimuli sonores. Il leva les yeux vers elle. Les médecins parlent de signes encourageants. Un possible réveil. Pas de garantie, mais de l'espoir. Élise sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au dossier d'un fauteuil. Quand? Impossible à dire. Des jours, des semaines, des mois ou jamais. Mais pour la première fois depuis 8 mois, il y a une lueur. Cette nouvelle changea tout. L'abstraction d'Adrien, ce mari fantôme, devenait soudain terriblement réelle. S'il se réveillait, que se passerait-il? Découvrirait-il qu'on l'avait marié contre son gré? La détesterait-il? Demanderait-il l'annulation immédiate? Vous devriez aller le voir, suggéra Édouard. À Paris, passer du temps à ses côtés. Les médecins disent que les voies familières peuvent aider. Mais je ne suis pas. Vous êtes sa femme. Légalement, officiellement. Allez-y. 2 jours plus tard, Élise se retrouvait dans le train pour Paris, le cœur battant.
Elle portait le projet Lumière dans son sac, les carnets d'Adrien qu'elle avait empruntés secrètement de la tour. Si elle devait lui parler, autant le faire à travers ce qu'il aimait. La clinique Sainte-Geneviève lui sembla différente cette fois, moins menaçante, presque familière. L'infirmière de garde, une jeune femme aux yeux doux prénommée Sandrine, l'accueillit avec gentillesse. « Madame Valmont, nous vous attendions. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. » La chambre d'Adrien était inondée de lumière d'après-midi. Rien n'avait changé depuis le mariage, 4 semaines plus tôt. Les mêmes machines qui bipaient doucement, le même respirateur, le même corps immobile. Mais Élise le voyait différemment maintenant. Ce N n'était plus un inconnu. C était l'homme dont elle avait lu les pensées les plus intimes, les rêves les plus secrets. L'homme qui voulait changer le monde, un acte de bonté à la fois. Elle s'assit près du lit, prit sa main. Elle était tiède, vivante. Les doigts longs et élégants d'un pianiste ou d'un artiste. « Bonjour, Adrien », murmura-t-elle. « Je ne sais pas si tu m'entends, mais j'aimerais te parler. » Le silence de la chambre l'enveloppa. Seuls les bips réguliers des machines rythmaient le temps. « Je m'appelle Élise. Nous sommes mariés. » Un rire amer lui échappa. « Je sais, c'est absurde. Tu ne m'as jamais choisi. Je ne t'ai jamais choisi. Mais me voilà ta femme devant la loi et devant Dieu. » Elle caressa doucement sa main, ses doigts traçant les veines bleues sous la peau pâle. « J'ai découvert ta tour. J'ai lu tes carnets. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais C était le seul moyen de te connaître vraiment. » Elle sortit le dossier du projet Lumière. « Et j'ai trouvé ceci. Ta fondation pour jeunes artistes. C'est magnifique, Adrien. Vraiment. » Elle commença à lui lire le projet, page après page. Les objectifs, les budgets, les partenariats envisagés. Sa voix résonnait doucement dans la chambre. De temps en temps, elle levait les yeux vers son visage, cherchant un signe, un tressaillement. « Rien. Je veux le réaliser, » dit-elle finalement. « Ton rêve. Je veux que Projet Lumière voie le jour. Ton grand-père a du mal à l'accepter, ta mère le déteste, tes cousines me méprisent. Mais je m'en fiche. Ils ne peuvent pas arrêter ce que tu as commencé. » Elle resta 3 heures à ses côtés, lui parlant de tout et de rien. De sa mère qui allait mieux, du château et des vignes en pleine vendange, de Georges qui lui apprenait les secrets de la vinification, de la beauté des couchers de soleil sur les collines bordelaises. Puis elle commença à fredonner. Une vieille chanson française que sa mère lui chantait enfant, une berceuse douce et mélancolique. Les mots coulaient naturellement. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Et là, quelque chose se produisit. Les doigts d'Adrien bougèrent. Imperceptiblement d'abord, puis plus nettement. Sa main serra légèrement celle de Élise. Elle s'arrêta net, le souffle coupé. « Adrien ?» Un frémissement parcourut ses paupières. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il tentait de parler. Le bip du moniteur cardiaque s'accéléra. « Sandrine !» cria Élise. « Venez vite !» L'infirmière accourut, suivie d'un médecin. Ils examinèrent Adrien rapidement, vérifièrent les machines, les constantes. « Il réagit !» confirma le médecin, un homme aux cheveux gris et aux lunettes cerclées. « C'est un excellent signe. Continuez à lui parler. Votre voix semble le stimuler. » Élise se rassit, tremblante. « Adrien, je suis là, je ne pars pas. » Elle reprit la chanson, sa voix tremblant d'émotion. Et cette fois, les paupières d'Adrien frémirent plus intensément, comme s'il luttait pour les ouvrir. Les jours suivants, Élise resta à Paris, ne quittant la clinique que pour dormir dans un petit hôtel voisin. Chaque jour, elle passait des heures à parler à Adrien, à lui lire ses propres écrits, à lui chanter des chansons. Et chaque jour, les signes de réveil se multipliaient. Des mouvements de doigts, des contractions musculaires, des changements dans sa respiration. Le 7e jour, alors qu'elle lui lisait une lettre qu'il avait écrite à une association caritative, elle sentit sa main bouger franchement. Elle leva les yeux. Les paupières d'Adrien papillonnaient. Puis, lentement, elles s'ouvrirent. Des yeux bleu-gris, profonds comme l'océan, la fixèrent. Confus d'abord, perdu, puis de plus en plus focalisé. Il la regardait vraiment. « Adrien !» souffla-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu es réveillé !» Sa bouche bougea. Aucun son n'en sortit d'abord. Puis, dans un murmure rauque, cassé par des mois de silence, « Qui es-tu » Les mots lui transpercèrent le cœur. Bien sûr. Il ne la connaissait pas. Comment le pourrait-il ? « Je m'appelle Élise. » Elle hésita. « Je suis
ta femme. La confusion dans son regard se transforma en incompréhension totale. Quoi? Les médecins entrèrent en trombe, alertés par les moniteurs. Ils demandèrent à Élise de sortir pendant qu'ils examinaient Adrien. Elle attendit dans le couloir, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. 1 heure plus tard, le docteur Rousseau la fit entrer dans son bureau. « C'est miraculeux !» dit-il avec un sourire épuisé. Son réveil est complet. Pas de lésions cérébrales apparentes, motricité préservée, mémoire intacte jusqu'au jour de l'accident. Il aura besoin de rééducation, bien sûr, mais le pronostic est excellent. Il ne se souvient pas de moi, murmura Élise. C'est normal. Le mariage a eu lieu pendant son coma, mais vous pourrez tout lui expliquer. Pouvait-elle vraiment? Comment expliquer l'inexplicable? Quand elle retourna dans la chambre, Adrien était assis, soutenu par des oreillers. Le respirateur avait été retiré. Il respirait seul, même si chaque inspiration semblait lui demander un effort. Son visage était émacié, sa peau d'une pâleur maladive, mais ses yeux étaient vifs, intelligents, scrutateurs. « Des antres », dit-il d'une voix faible mais ferme. « J'ai des questions. » Élise s'assit, les mains tremblantes. « Je vais tout expliquer. » Et elle le fit. Elle lui raconta tout, la proposition du notaire, sa mère mourante, le mariage pendant son coma, la vie au château, la découverte de ses écrits, le projet Lumière. Elle parla pendant 1 heure, ne cachant rien, même les parts les plus humiliantes. Adrien, elle, écouta en silence, son visage impossible à déchiffrer. Quand elle termina, il resta longtemps sans parler. « Donc, dit-il finalement, je me suis réveillé marié à une inconnue qui a été vendue à ma famille pour sauver sa mère. »« Eh oui !» La voix d'Élise était à peine audible. « Je comprendrais si tu voulais l'annulation. Et toi? Tu la veux ?» La question la prit au dépourvu. « Je ne sais pas. » Adrien ferma les yeux. « J'ai rêvé pendant mon coma, des rêves étranges, fragmentés. Une voix qui me parlait, douce et triste, qui me lisait mes propres mots, qui chantait de vieilles chansons françaises. » Il rouvrit les yeux. « C'était toi? Ces derniers jours. Oui, tu m'as ramené, murmura-t-il. Et je me noyais dans le noir, et ta voix m'a servi de fil d'Ariane. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions complexes. « Je ne te connais pas, Élise. Et tu ne me connais pas vraiment, malgré ce que tu as lu. Mais... » Il chercha ses mots. « Ah, peut-être que c'est une chance de construire quelque chose de nouveau, sans les attentes, sans les pressions familiales que j'ai toujours fuies. Tu veux dire? Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais je sais que je ne veux pas que ceci se termine avant même d'avoir commencé. » Un sourire faible éclaira son visage émacié. « Et puis, si tu es prête à réaliser le projet Lumière, tu ne peux pas être complètement mauvaise. » Élise éclata d'un rire mêlé de larmes. « C'est la chose la plus stupide qu'on m'ait jamais dite. Attends de mieux me connaître. » Les semaines suivantes furent une période étrange de redécouverte. Adrien resta à la clinique pour sa rééducation, réapprenant à marcher, à retrouver sa force. Élise venait tous les jours, et ils parlaient pendant des heures, de tout, de rien, de leur vie si différente, de leurs rêves. Lentement, une amitié inattendue naissait. Quand Adrien fut assez fort pour quitter Paris, c'est ensemble qu'ils retournèrent au château Valmont. La voiture s'arrêta devant le perron où toute la famille attendait. Édouard, Mathilde, Isabelle, Constance. Et Georges, en retrait, les yeux brillants de larmes contenues. Adrien descendit de voiture avec l'aide d'Élise. Il était encore faible, mais debout, vivant. « Grand-père » dit-il simplement. Édouard, le patriarche impassible, s'effondra. Il serra son petit-fils dans ses bras, le corps secoué de sanglots silencieux. « Mon garçon, mon garçon !» Mathilde pleurait aussi, pour la première fois depuis des années. Même Isabelle semblait émue. Puis Adrien se tourna vers Élise et lui tendit la main. « Viens, rentrons chez nous, chez nous. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Élise comme une promesse. 6 mois plus tard, le projet Lumière était officiellement lancé lors d'une cérémonie au château. Des dizaines de jeunes artistes défavorisés recevèrent des bourses, des formations, des opportunités. Les journalistes couvraient l'événement. Les partenaires affluaient. Élise et Adrien se tenaient côte à côte sur l'estrade, devant les vignes dorées par le soleil couchant. Sa main trouvait naturellement la sienne. « Nous l'avons fait » murmura-t-elle. « Tu l'as fait » corrigea-t-il. « Sans toi, ce rêve serait mort avec mon coma. Nous l'avons fait ensemble.
Il se tourna vers elle, et dans ses yeux bleu-gris, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, de l'amour. Pas l'amour passionnel des contes de fées, mais quelque chose de plus profond, de plus réel. L'amour construit sur le respect, la compréhension, le sacrifice mutuel. « Je ne regrette rien, dit-il. Même l'accident, même le coma, parce que tout cela m'a mené à toi. » Élise sourit à travers ses larmes. « C'est la deuxième chose la plus stupide qu'on m'ait dite. Alors j'imagine que je dois continuer. » Il l'embrassa doucement, sous les applaudissements de la foule, sous le ciel qui virait au rose et à l'or. Quelque part dans les vignes, Georges leva son verre de vin en silence, un sourire sur son vieux visage buriné. À Paris, dans une chambre d'hôpital, Marie Moreau, désormais en rémission complète, regardait la retransmission de la cérémonie à la télévision et pleurait de joie. Et au château Valmont, dans la bibliothèque aux milliers de livres, on ajoutait une nouvelle entrée dans le registre familial à l'encre dorée. Adrien Marcel Valmont et Élise Marie Moreau. Unis par le destin, liés par l'amour. Fondateurs du projet Lumière. Que leur histoire inspire les générations futures à croire en l'impossible. Et épilogue. 1 an plus tard, Élise se tenait dans la tour nord, celle qui avait été le refuge secret d'Adrien. Mais ce N était plus un lieu oublié. C était devenu leur sanctuaire commun, là où ils venaient rêver, planifier, créer ensemble. Sur le bureau, une nouvelle photographie. Adrien et Élise le jour du lancement de la 3e promotion du projet Lumière, entourés de jeunes artistes souriants. « Tu viens ?» appela Adrien depuis le bas de l'escalier. « Le dîner est prêt. Maman a même fait un effort. J'arrive !» Elle jeta un dernier regard à la pièce. Tant de chemin parcouru depuis cette nuit où elle l'avait découverte, seule, perdue, désespérée. Tant de batailles gagnées, tant d'amour construit pierre par pierre. Elle descendit l'escalier, son cœur léger pour la première fois depuis qu'elle pouvait se souvenir. Parfois, les plus beaux chemins commencent dans l'obscurité. Parfois, les mariages arrangés deviennent de véritables histoires d'amour. Parfois, le sacrifice mène à la rédemption. Et parfois, juste parfois, les contes de fées se réalisent pour ceux qui osent croire en l'impossible. Fin, chers lecteurs, merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, ému ou inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Vos réactions nourrissent la créativité et encouragent de nouvelles histoires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune aventure future. Et rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut naître. À très bientôt pour de nouvelles histoires.